Bonjour à tous, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission, saison 2, générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? L'IB, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors vous le savez, comme l'an passé, chaque semaine, nous nous plongeons avec Rudy Reichstad et Tristan Mendès-France dans la nébuleuse complotiste pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Alors première nouveauté cette année, un nouveau site de Conspiracy Watch, flambant neuf, bien organisé. Rudy, tu peux nous en parler un petit peu, nous dire quelles sont les nouveautés et pourquoi cette mutation du site? Cette mutation du site parce que il posait depuis quelque temps déjà des problèmes d'ergonomie. On y trouvait de moins en moins facilement ce qu'on essayait d'y chercher, notamment de notices d'information qui n'étaient pas du tout mises en valeur. Il y en a 450 quand même disponibles. Donc nouvelle identité graphique, nouveau logo, nouvelle coupe de cheveux. Non, je rigole. Je suis pas passé chez le coiffeur. Voilà, ça je vais. Et puis nouveau moteur de recherche surtout. Qui permet de faire des recherches ciblées par catégorie, dans les notices, dans les différentes sous-catégories du site. Donc je crois que ça facilitera la navigation. La version mobile a aussi été optimisée. Donc on continue à travailler dessus, à l'améliorer, mais en tout cas, voilà, on espère que c'est un outil dont tout le monde, tous ceux qui nous suivent en tout cas, s'empareront. Voilà. Oui, surtout que les notices, je crois que c'est ça qui est vraiment assez... Pour moi, c'est un peu le cœur nucléaire quand même du travail de Conspiracy Watch, c'est toutes ces différentes notices qui sont faites sur des thématiques, sur des individus, et de pouvoir y accéder directement sans forcément avoir des articles d'actualité qui ont un rapport avec le mot-clé qu'on recherche. Je trouve que ça transforme un peu cet outil en un truc fonctionnel, véritablement, où on va directement au centre de l'information qu'on cherche, quoi. Eh bien, baladez-vous sur Conspiracy Watch et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos commentaires et de vos analyses sur l'ergonomie du site et les nouveautés sur le site. Le premier sujet cette semaine, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Elisabeth II, peut-être, qui est morte, qui est décédée en fin de semaine dernière. Et cette disparition a fait couler beaucoup d'encre complotiste. Elle aurait pu être un alien qui pouvait changer d'apparence, elle aurait été remplacée par un garçon à sa naissance, ou encore son mari était un vampire. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ces théories complotistes autour du décès de la reine Elisabeth II? Je crois que vous allez y consacrer un Complorama dans la semaine en détail. Oui, c'est ça. On y reviendra dessus dans Complorama. C'est moins sur le décès, encore que certains expliquent qu'elle est déjà morte depuis longtemps et que ce n'est que l'annonce officielle du décès à laquelle on a été exposé là. Moins le décès que tous les fantasmes que charrie la couronne en général, Elisabeth II en particulier. On sait que pendant des décennies, le mouvement de Lyndon LaRouche en a fait la chef de file du trafic de drogue international. On a expliqué qu'elle était derrière la mort de Lady Di. Enfin voilà. Donc on va évoquer tout ça. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment, dès l'annonce de la mort de la reine, on a eu sur les réseaux qu'on suit, que ce soit les réseaux QAnon ou d'autres, des choses complètement fantasmagoriques, expliquant que c'était une reptilienne, qu'elle était en lien avec la Fédération Galactique. Enfin voilà, des choses complètement folles et qui ne sont pas complètement anecdotiques. C'est-à-dire qu'on parle quand même de milliers de gens qui suivent ce type de... Alors, oui, tu as vu une grosse pression en ligne, toi, autour de ces thématiques et de ces théories du complot autour de la... D'abord, ce qui est dramatique, c'était que c'était prévisible. Voilà. On savait qu'il était absolument inévitable, comme c'est devenu une sorte de passage obligé. Dès qu'il y a un drame, quelque chose qui secoue l'opinion publique internationale, on sait que mécaniquement, il va y avoir une sorte de réveil des communautés complotistes. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on va essayer de travailler quand même pour le prochain épisode de Complorama. On va essayer de donner un peu de la viande à tout ça. Mais ce que je trouve, moi, assez intéressant, c'est qu'on est probablement avec cette affaire-là sur un format peut-être
relativement inédit du fait de la particularité de la personne qui a décédé et qui a une empreinte, disons une épaisseur historique qui s'étend sur 70 ans. Et ce qui va être intéressant de voir dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est de voir cette réactivation de toutes les anciennes théories complotistes qui s'accroche soit à la reine-mère, soit à la famille royale, et qui va regagner en traction, s'hybrider, se mélanger avec les théories actuelles. Donc on a vu effectivement les QAnon qui ont été électrisés par cette affaire, mais on voit bien que toutes les communautés, mais on parle même de ce décès dans les milieux covido-complotistes. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de ça a électrisé en gros la complosphère planétaire et encore une fois cette épaisseur historique est peut-être différente d'autres épisodes qu'on a pu suivre. Et dernière petite chose, on est là sur une séquence de protocoles qui va encore s'étaler pendant plusieurs jours. Je crois qu'il y a une dizaine de jours de protocole. Avant les funérailles officielles, ainsi de suite. Et qui est lié vraiment en plus à une histoire quasi millénaire, la royauté. Donc ils ont tous des détenus avec des sigles et des machins. Puis il y a tout un rituel d'ordre, de personnel, de référence, bref, de numéros de fois, combien de fois on va tirer sur tel truc, comment on se place, etc. Et tout ça, ça va être évidemment un moment d'excitation d'une partie de la complosphère qui est toujours très en appétit de la recherche du moins de signal faible dans la symbolique pour essayer de faire des passerelles et imaginer des choses absolument folles. Alors que au départ, c'était pas forcément écrit. Moi, mon premier mouvement, quand on en a parlé, c'est de dire qu'a priori, il n'y aurait pas forcément beaucoup de théories du complot, parce que il n'y a rien de mystérieux dans le décès de la reine d'Angleterre. C'était une vieille dame. Il n'y a pas de... C'est une mort naturelle. Bon. Mais ouais, en dépit de ça, il y a quand même une excitation complotiste autour de ça. Oui, et qui n'est pas terminée. Et qui n'est pas terminée. Et avec les mêmes thématiques que dans les autres sujets, c'est-à-dire les khazars qui reviennent, des choses comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Alors, on a Astrid Zuckelberger qui a expliqué que la reine d'Angleterre était une khazare de souche allemande. C'est ça, exactement. Alors là, on est en plein dog whistle. C'est une manière de dire... Khazar, ça veut dire juif. Oui, tout à fait. Ça veut dire juif ashkénaze. Bon. Donc... voilà, on est toujours dans ce fantasme-là. C'est évidemment faux. Et puis surtout, ça n'a aucun sens. C'est comme si on disait celte de souche berrichonne, quoi. Enfin, ça n'a pas beaucoup plus Donc, en dehors d'un référentiel antisémite, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas vraiment de sens à ce type de propos. Et un point quand même sur Charles III, le nouveau roi, l'ex-prince Charles. Donc tout le monde a dit qu'il a très bien réussi son premier discours, et tant mieux. Ce qu'a montré l'Express dans un papier publié hier, c'est que c'est de longue date un ami des pseudosciences, des médecines dites alternatives, de l'anthroposophie notamment, de l'homéopathie, mais ça, toute la famille royale depuis longtemps. Il s'est décrit lui-même comme un ennemi des Lumières, en tout cas. Et il se trouve que cet été, j'ai recommencé à lire Joseph Anton, l'autobiographie de Salman Rushdie, suite à l'attentat dont il a été victime. Et en fait, Salman Rushdie écorne plusieurs fois le prince Charles en disant qu'il s'est comporté plutôt très mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prince Charles, dans ces années-là, lorsque Rushdie était menacé de fatwa par le régime iranien, le prince Charles expliquait que globalement il avait bien mérité, que c'était un auteur nul, etc. Donc il n'a pas du tout été effectivement ami des Lumières dans cette séquence-là non plus. Voilà, je voulais juste le dire. Mais ça le sauvera probablement pas de devenir une figure mais il l'est déjà. Un peu antéchristique, d'autant qu'il a aussi avec son frère. Le prince Andrew. Le prince Andrew, qui lui a eu des la connexion avec Epstein. Avec Epstein, évidemment. Et donc ça aussi va exciter tout l'imaginaire complotiste. Je ne dis pas que les ennuis qu'a Andrew ne sont pas vrais. Je dis simplement que ça va exciter, évidemment, tout l'imaginaire, encore une fois, complotiste. Dès qu'on touche à cette fantasmagorie ou à la thématique, disons, de la pédocriminalité, là,
Là, ça devient, ça explose, on perd tout pied avec le réel. Et donc ça, voilà, je pense que lui, il va probablement hériter de tout le capital complotiste qui s'est projeté sur la famille royale et la reine-mère, et qu'il va simplement en véhiculer ou en agréger d'autres sur le chemin. Donc je pense qu'il n'est pas sorti non plus de l'auberge. Mais bien, nous pourrons certainement y revenir dans d'autres épisodes des Conspirateurs, et surtout, je vous renvoie à Complorama qui sera cette semaine, au prochain Complorama qui sera cette semaine dédié à ce sujet en détail. Alors l'autre sujet de cette semaine qui nous a interpellés, c'est la sortie de Ségolène Royal, qui a mis en cause les exactions russes en Ukraine, et notamment dans le bombardement de la maternité de Mariupol, avant de rétropédaler suite à une contre-enquête de Check News de Libération. Alors, je trouve que cette histoire de Ségolène Royal démontre encore une nouvelle fois la place de la propagande russe chez les politologues, chez les politiques français. Comment vous l'expliquez, et finalement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Ségolène Royal ? Alors, je pense que Ségolène Royal est simplement perméable, effectivement, à la propagande russe. Je pense que si on lui disait qu'elle en est le relais, elle s'en défendrait. Mais j'ai vraiment la sensation qu'à travers sa sortie, on sent l'écosystème informationnel dans lequel elle baigne. On sent dans sa sortie et d'autres sorties. Et d'autres sorties, d'ailleurs, dans les types de tweets qu'elle peut relayer, dans les références qu'elle peut relayer, dans les anecdotes qu'elle a soulignées dans ses différents argumentaires. Là, t'as des exemples de ça, justement ? Tout son point de vue sur Mariupol, encore une fois, c'est des contre-feux qu'on a vus apparaître effectivement du côté de la propagande russe, et qui ont été reliés vraiment à la fois par la fachosphère et la complosphère. Et je veux dire, pour y adhérer de près ou de loin, il faut baigner un peu dans cet univers-là. Pas directement, mais encore une fois, par porosité, je pense qu'elle est malheureusement perméable à ce type de discours, avec un appareil idéologique qui probablement en amont est déjà peut-être problématique, mais bon, ça c'est sa position politique générale. Mais au-delà de ça, je pense qu'elle est vraiment le symptôme de ça. Ça se devine, ça se décrypte dans son empreinte numérique. On le voit dans les types de tweets et encore une fois les types de références qu'elle invoque dans ses arguments. Par exemple, d'utiliser comme argument la fameuse histoire des couveuses du Koweït qui aurait conduit à la guerre du Golfe en 91, c'est quand même, là aussi, c'est très marqué. Alors, juste pour se rappeler de ce dont on parle, les couveuses du Koweït, c'est au moment où Saddam Hussein envahit le Koweït, on est en 90, et on a au Congrès américain une jeune fille qui témoigne de ce que les soldats irakiens seraient rentrés dans des couveuses, auraient débranché les couveuses, donc auraient fait mourir des bébés, etc. Et on s'apercevra plus tard qu'en réalité, cette jeune fille n'est autre que la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. On n'a pas dit son nom pour préserver son anonymat, soi-disant, mais voilà. Donc on a là une forme de manipulation médiatique, pas de problème à le reconnaître, mais de dire que la guerre, en tout cas le fait que la coalition internationale est intervenue en Irak à ce moment-là, suite à cela, d'y voir un lien de cause à effet direct, est quand même forcer le réel. Parce que, en réalité, si la coalition internationale à l'époque intervient, c'est parce qu'il y a un mandat de l'ONU, c'est parce qu'il n'y a pas ni la Russie ni la Chine ne met son veto au Conseil de sécurité, et qu'on a un viol caractérisé du droit international à ce moment-là par l'Irak de Saddam Hussein. Donc, voilà, de ramener tout à ça me semble un peu... et surtout que pour cet épisode, étrange. Encore une fois, elle a tweeté une vidéo de ce témoignage de cette demoiselle qui était d'ailleurs insérée dans un reportage un peu plus large. Mais bon, c'était un petit extrait. Cet extrait-là, je l'ai vu circuler avant même que Ségolène Royal le partage, déjà dans une partie de la fachosphère et dans une partie de la complosphère. Donc elle l'a vu passer et elle l'a trouvé intéressant et elle s'est dit elle-même qu'elle allait le relayer. Et juste une deuxième petite chose, c'est que je suis allé voir la position de Ségolène Royal sur la première guerre en Irak, enfin sur la guerre liée au Koweït. Et elle avait voté le discours, la déclaration du gouvernement en 91. Gouvernement de Michel Rocard. Et Michel Rocard l'avait reporté en relayant la position de Mitterrand. Et j'ai lu ce texte-là. Et dans ce texte-là, on ne parle pas des couveuses. Il n'y a pas un mot sur les couveuses. Donc,
la déclaration française, qui est d'ailleurs de partir en guerre de contre-cœur, c'était vraiment ce qui est écrit dans cette déclaration, en disant on ne veut pas y aller, mais on est contraint d'y aller. Encore une fois, il n'était nulle mention de ça. La seule mention qui était, c'était il y a un pays souverain qui est attaqué, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste les bras ballants et on laisse un pays envahir un autre ? Donc on voit bien que ce truc des couveuses, qui est un faux, qui est scandaleux, qui doit être dénoncé en tant que tel, bien sûr, mais n'était pas la raison fondamentale pour laquelle on était intervenu, et cette déclaration avait été votée par Ségolène Royal elle-même en 91. Peut-être autre chose aussi, c'est que dès que Ségolène Royal a fait cette sortie, il y a eu une sorte de soutien qui a commencé à faire surface. C'est ce que je voulais... tu voulais te relancer là-dessus. Vas-y, sur justement qui a été les figures de proue, qui ont été les figures de proue de soutien de Ségolène Royal. C'était assez facile à identifier parce qu'il y avait un hashtag. Il y avait un hashtag de soutien à Ségolène Royal. Et vu que j'ai des petits outils magiques qui me permettent de faire un peu de stats... hashtag qui peut être utilisé aussi bien par ceux qui la soutiennent que par ceux qui la dénoncent. Absolument. Mais en l'occurrence... Tu as quand même vérifié que ceux qui l'utilisaient et la soutenaient aussi. C'est ça qui est magique avec ces petits outils, c'est que je peux voir en gros quels sont les plus gros, ceux qui ont le plus de traction, donc c'est les comptes qui ont permis que ce hashtag arrive en tendance sur Twitter. Et bien pour qu'il arrive en tendance sur Twitter, il fallait qu'il y ait des gros porteurs. Et les premiers gros porteurs de ce hashtag de soutien, instantanément, dès la sortie polémique... C'est des gens qu'on n'a pas vus à la fête de l'UMA ce week-end. Ah non, alors qu'elle, on l'a vu. Ségolène Royal, elle y était. Mais donc, ses principaux soutiens à Ségolène Royal, en tout cas durant cette séquence-là, c'était évidemment Philippot et Divisio, qui ont une capacité en ligne, parce qu'ils ont extrêmement une forte audience. Divisio, c'est l'avocat Didier Raoult, qui est proche du mouvement de Philippot, qui a rejoint pendant la dernière campagne présidentielle le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Là, on a les deux mamelles, fachosphère et covido-complotisme, qui se mélangent un peu les uns les autres. Mais donc voilà, on voit déjà tout de suite le type de soutien. Et puis, on ne peut pas non plus ne pas mentionner le fait que les médias russes ont repris goulûment, évidemment, en modifiant d'ailleurs un peu ce qu'elle disait, mais en tout cas, ils l'ont repris goulûment comme... donc elle est devenue une sorte d'instrument ou de matériel de propagande. Donc, c'était vraiment un truc assez problématique. Dernière chose, encore une fois, sur Ségolène Royal. Donc... après cette bronca, elle a fait une sorte de mea culpa, elle s'est excusée. Check News a rapporté effectivement le fait qu'elle s'était excusée. Déclaré s'être trompée, oui. S'être trompée. Elle parle d'erreur. Et à part d'erreur, bon, très bien, et c'est ce que tout le monde a repris en disant, bon voilà, et puis on fait retomber un peu le soufflet. Sauf que il fallait lire l'article de Check News. Le titre était bien, elle s'excuse, elle reconnaît son erreur, mais il faut voir ce qu'elle raconte après pour s'en défendre. Et donc elle cite deux exemples, Libé reprend dans des échanges qu'ils ont pu avoir avec elle, deux éléments qui, moi, m'ont soufflé. Elle explique, par exemple, en continuant à délayant sur Mariupol, en disant « oui, j'ai fait des erreurs, etc. etc. » Mais, dit-elle, on n'a pas eu la preuve qu'il y avait quand même une dizaine de bébés qui avaient été tués à Mariupol. Ce que personne n'a jamais affirmé. Sauf peut-être les milieux complotistes. Pas les médias français. Pas les médias français. Personne n'avait vraiment relayé le fait qu'il y avait des dizaines de bébés qui avaient été tués. Deuxième chose qu'elle raconte également, c'est que elle parle du théâtre de Mariupol. Elle dit, bon, oui, il y a eu des choses à la maternité, mais bon, au théâtre de Mariupol, il n'y a pas eu de mort. Dans le bombardement, il n'y a pas eu de mort. Ça n'est pas ce que dit Amnesty International. Il y avait une surestimation qui avait été faite dans un premier temps, peut-être, semble-t-il, et Amnesty International, en tout cas, à la fin, a considéré qu'il y avait quand même plus de, je crois, une douzaine de morts, effectivement. Donc, on voit qu'elle est dans une confusion, encore une fois, à relayer des éléments qui ne sont pas factuellement carrés, qui suscitent encore une fois des suspicions sur les informations qu'on a quand même reçues et qui sont balisées par les ONG, par les médias sérieux. Ça prouve encore qu'elle s'informe extrêmement mal et qu'elle a probablement un biais assez évident qui fait qu'elle a une lecture orientée, clairement, des informations auxquelles elle se biberonne. Et là où on voit qu'elle reprend une narration qui est kremlino-compatible, au minimum, c'est lorsqu'elle explique que c'est l'agitation médiatique, c'est-à-dire la dénonciation des crimes de guerre russes qui aurait, par Zelensky, qui aurait empêché le processus de paix. Qui chercherait à empêcher.
qui chercherait à empêcher carrément. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a, en réalité, on veut empêcher la paix. À un moment où les Ukrainiens se font bombarder, où les Ukrainiens ne bombardent pas la Russie, c'est la Russie qui bombarde l'Ukraine, où eux, les Ukrainiens, sont sous les bombes. Bien sûr qu'ils veulent arrêter la guerre. Depuis le premier jour, ils veulent arrêter la guerre. Donc expliquer que alors qu'on a un État souverain qui viole la souveraineté d'un autre État, c'est le fait de dénoncer ces exactions qui empêcherait le processus de paix. Là, on est dans un narratif, on est ailleurs, quoi. Oui, quelque chose de arrêter fictionnel et propagandiste. Il faudrait qu'elle dise, il faut qu'on arrête le processus de guerre. Mais ce serait déjà mieux. Donc bref, en tout cas, elle est, pour moi, elle ressemble beaucoup quand même à beaucoup de figures qu'on peut voir basculer un peu dans une sorte de complosphère assez toxique et qui semble être, je ne sais pas si c'est le cas de tous ces profils qu'on voit un peu basculer, qui étaient un peu mainstream et qui commencent un peu à basculer, s'ils sont victimes de la façon qu'ils ont de s'informer. Est-ce qu'ils sont victimes de cette bulle de filtre à travers les réseaux sociaux? J'ai l'impression que... Pourtant, c'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme depuis des années là-dessus. Donc les responsables politiques, ils devraient être attentifs à cela. Mais ça veut dire que ils sont aux premières loges. Vous pensez tous les deux qu'il faut suivre désormais Ségolène Royal comme un personnage pouvant sombrer là-dedans vraiment réellement comme a pu l'être Philippot ou Dupont-Aignan, ou que finalement c'était peut-être plus une erreur qu'autre chose? Alors j'aurais pu croire à une erreur si son mea culpa avait été plein, entier, et qu'il n'était pas alimenté par la suite de contre-exemples oiseux, confusionnistes, voire qui remettent en cause ce qui a été établi par les médias sérieux ou les ONG internationales. On sent qu'elle a, dans cet article de Check News, qu'elle a des pulsions où elle revient dessus. Elle revient dessus. Donc j'ai peur qu'on soit en train de la perdre, si on ne l'a pas déjà perdue depuis pas mal de temps, mais en tout cas, je ne la vois pas revenir disons sur un chemin un peu plus raisonnable, un peu plus équilibré sur cette séquence-là. Et j'ai peur qu'à partir du moment où on commence à se biberonner sur ce type d'écosystème informationnel, je crois que c'est très difficile d'en sortir. Vous l'aurez compris, on risque de reparler de Ségolène Royal dans cette émission dans les prochaines semaines. Troisième sujet de la semaine, quand le sage montre la lune, le complotiste regarde Twitter. C'est comme ça que tu terminais ton article dans Franc-Tireur, Rudy, sur finalement l'affaire Thomas Pesquet. Enfin, c'est tenté qu'il y ait une affaire. C'est tenté qu'il y ait une affaire sur la façon dont il a été pris à partie et qu'il a dû s'expliquer sur le fait que oui, nous étions bien allés sur la lune et que c'était pas un montage. Tu peux nous raconter un peu l'histoire? Le contexte, c'est la mission Artemis qui doit retourner sur la Lune, Thomas Pesquet qui est à Cap Canaveral en duplex avec France 2, avec Thomas Soto, et il accorde une interview en direct peut-être pas en direct, mais une interview de 5 minutes à Thomas Soto qui est très clair sur les objectifs de la mission, etc. Derrière cela, un compte Twitter anonyme complotiste, par ailleurs, fait un montage de cette séquence. Il l'a réduit à 1 minute 30. Il découpe ça. 5 minutes, 1 minute 30. Voilà. Et il présente certaines deux formulations en fait, de Thomas Pesquet comme susceptibles de remettre en cause ce qu'on sait sur la Lune, c'est-à-dire qu'on a bien posé le pied sur la Lune, on est déjà allé. Et cette séquence vidéo serait restée sans aucune traction si un certain nombre de comptes influents sur Twitter ne l'avaient relayé. Et alors, qui l'a relayé? Et alors, parmi ces comptes influents, on a Divisio, Fabrice Divisio, on a Alexis Poulain, avec juste je crois qu'il dit ouch, avec l'idée que c'est quelque chose d'énorme qui est en train d'être dit là à la télévision française. Et puis Idriss Aberkane, bien connu aussi, sur lequel on reviendra probablement aussi. Bon. Donc les trois donnent une traction considérable à cette séquence. Évidemment, c'est eux qui la font naître. C'est eux qui la font naître, littéralement. Oui. Et évidemment, tout le monde tombe sur Thomas Pesquet en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Au point que Thomas Pesquet doit le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, mais rapidement,
faire un trade sur Twitter pour dire c'est quand même consternant. Oui, il était vraiment très en colère de devoir d'avoir rappelé que oui, on est bien allé sur la Lune et que oui, on n'ira jamais plus loin que ce qu'on a fait là, que ce qu'on va faire là avec Artemis, parce qu'on va aller plus loin que la Lune, etc. Donc, il épingle d'ailleurs, sans le citer, Idriss Aberkan dans son thread, en disant qu'il y a des gens qui ont des faux diplômes, je ne sais quoi. C'est ça, il lui met un petit taquet. Alors bon... Il n'a pas de faux diplôme, Idriss Aberkan. Disons qu'il a obtenu 3 doctorats en 3 ans, ce qui étonne la plupart des gens, y compris les docteurs, et surtout quand on sait qu'un certain nombre de personnes se retrouvaient dans les jurys de différents doctorats. Bon. Je ne dis pas qu'Aberkan n'a pas les diplômes qu'il a, pour éviter tout procès. Il y a une confusion aussi sur un diplôme de Polytechnique ou pas, qu'il aurait obtenu avant que Polytechnique puisse délivrer des diplômes. Enfin, bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui publie énormément dans des revues à comité de lecture. Oui, ça reste une star de l'univers complotiste. Ce qui est certain, c'est que dans un deuxième temps, après ce trade de Thomas Pesquet, eh bien, on a les mêmes qui rétropédalent. On a Aberkan qui laisse entendre que ce qu'il voulait dire en réalité, c'était que c'est complètement maladroit et irresponsable de la part de Thomas Pesquet de balancer des choses comme ça, alors qu'encore une fois, il n'a rien dit, Thomas Pesquet, de problématique. C'est vraiment l'effet de montage qui peut rendre suspect ce qu'il a dit. Mais voilà, bon. On a Alexis Poulain qui, en gros, est sur la même ligne de défense, en disant non, bien sûr, jamais rien remis en cause. Et puis on a Fabrice Divisio qui dit les journalistes sont vraiment débiles parce que leur rôle, c'est quand même de poser des questions. Moi, je ne fais que poser des questions. Donc, le fameux argument bien connu, on ne fait que poser des questions. Donc voilà, donc on a là des gens qui excitent leur fanbase, leur réseau de sympathisants, qui ensuite font 2 pas en arrière, reculent, n'assument pas vraiment ce qu'ils ont dit. Voilà. Ils capitalisent sur les 2 mouvements. C'est ça qui est génial. Il dit un premier truc, on dit je dis rien, mais regardez cette séquence, genre mais quand même, ou waouh, ou ouch, ou n'importe quoi, en disant regardez. Donc évidemment, ça excite, ils ont une traction en plus et un taux d'engagement qui est absolument hallucinant en ligne. Franchement, c'est fou. Donc à eux 3, ils font monter la sauce, elle explose, donc ils capitalisent là-dessus et ils recapitalisent dans une seconde séquence comme des princes en disant mais bande d'idiots, vous pensez, vous êtes vraiment idiots, vous n'avez pas compris que nous on pensait que c'était alors que bref, ils ont réussi à exciter leur fanbase comme tu dis, en capitalisant comme des fous et en recapitalisant derrière comme s'ils étaient plus royalistes que le roi, ou voilà, ils vont vraiment en montant sur leur cheval blanc. C'est navrant quoi. Enfin, on a des gens qui jouent quand même avec l'information, avec la vérité. C'est probablement aussi un mode opératoire. Je veux dire que c'est une stratégie de capitalisation d'audience. Clairement, de dire sans dire, en laissant encore une fois le bordel prendre, quoi. Une fois que le bordel a pris à un point spectaculaire, de venir juste derrière, et puis de tacler et d'en profiter, comme tu disais à l'instant, pour tacler les médias. En disant, mais vous êtes nuls les médias. Et là, on en remet une couche, parce que là, on re-excite la base, mais sur un autre angle, où là, on va attaquer les mainstream. Tout bénef. Et ça, malheureusement, c'est terriblement efficace comme mode opératoire. Et l'empreinte numérique de ces théories autour du fait qu'on n'a pas été sur la Lune, que la Lune est creuse, et ainsi de suite, elle a augmenté ces dernières années? Elle est plus importante qu'auparavant, ou ça a été finalement toujours la même type d'empreinte numérique? Je crois que ça a toujours été plus ou moins marginal. Toi, tu as peut-être des chiffres, Rudy, un peu sur la durée. Nous, on avait fait un sondage, parmi les 3 grandes enquêtes d'opinion qu'on a faites ces dernières années, on avait posé des questions sur l'énoncé complotiste habituel sur la Lune, qui est on n'a pas vraiment marché sur la Lune, etc. Et c'était autour de 10%, je crois 9% des Français qui souscrivaient à cet énoncé. Et 1 an et demi plus tard, il y a un sondage YouGov mené dans de nombreux pays. Et pour la France, c'était 10%. Donc on retombait sur nos pas. Donc on est autour de 1 Français sur 10 qui, lorsqu'on lui dit est-ce qu'on vraiment on a marché sur la Lune, répond non, on n'a probablement pas marché sur la Lune. Voilà. Donc c'est très contenu comme théorie du complot. C'est une théorie du complot qui a largement vécu, en fait, qui n'a pas à l'avenir pour elle, surtout qu'on va y retourner. Mais voilà. Il se trouve que
j'ai retrouvé une séquence qui date de 2016, où on a Claudie Aigneret, la spationaute, Thomas Pesquet, qui répondent aux questions de Julien Bugier, je crois. Et Bugier les interroge sur le platisme, sur ces idées-là qui refont surface, le fait qu'on n'aurait jamais marché sur la Lune, etc. Et Thomas Pesquet répond de manière très très claire. Donc il aurait suffi de retrouver cette séquence, ce qui est assez facile à faire sur Twitter, pour s'apercevoir qu'il a un discours tout à fait normal, enfin commun sur ces affaires-là. Donc, oui, ça reste, je pense, encore très très marginal. Bon, évidemment, on a des irruptions comme ça un peu inattendues, comme Silvano Trotta, qui lui, pareil, lui, non seulement il pense que la Lune est un satellite artificiel, qu'elle est creuse, qu'elle n'est pas naturelle, donc ce serait une sorte de base, mais en plus il dit qu'on n'est jamais allé. Ouais. Voilà. Et lui, il a réussi à essaimer dans l'espace du covido-scepticisme. Donc, grâce notamment à France Soir. On va en parler. On va parler de France Soir. Grâce notamment à France Soir qui, en partie, l'a mis sur orbite. Oui, faire de jeu de mots. Qu'il a normalisé d'une certaine manière. Alors justement, François, qui a été condamné à payer 70 000 euros à Google parce que Google avait choisi de couper la publicité à François et de déréférencer François, justement pour des théories complotistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, peut-être Tristan ou Rudy? Non, alors juste ce qu'il faut dire, c'est couper la publicité, ça veut dire qu'il n'y a plus d'annonce Google sur la plateforme François. Donc François peut se monétiser, mais autrement, avec d'autres solutions de monétisation. Ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Ouais. Et par ailleurs, le déréférencement, ils ne sont pas déréférencés dans Google. Tout à fait. Voilà. En revanche, dans Google Actualité, ils ne sont plus référencés comme un média fiable, sérieux, etc. Il faut ajouter quand même que régulièrement, on voit dans Google Actualité tout un tas de sites conspirationnistes. Il arrive qu'on le dise à Google, ça répond pas toujours, mais il y a des sites conspirationnistes qui sont référencés dans Google Actualité. Je crois qu'on avait vu, alors sauf erreur, tu me corriges, mais je crois qu'il y avait les médias en K4.2, je crois, une fois, on l'a vu passer, en tout cas, c'est possible. Au cas où, si jamais j'avais commis une erreur, on a vu des médias, on a l'impression qu'il y a une sorte c'est un truc un peu automatique, où apparemment, dès qu'on arrive à une certaine audience, une visibilité, si on a le statut qu'il faut, on peut grimper dans Google Actu et ça pose effectivement pas mal de problèmes. Je crois qu'il faut faire une démarche proactive quand même pour être intégré dans Google Actu. Il y a tout un dossier à remplir, il y a des critères, je me souviens plus quels sont les critères exactement, mais en tout cas il y a des critères à respecter et normalement c'est contrôlé par quelqu'un chez Google, quoi. Alors pour François, c'est quand même assez fou. Moi, je vois mal comment ils se sont pas posé 2 secondes la question de savoir est-ce qu'on a une chance de gagner ce procès. L'idée en gros de Google, c'était de dire, écoutez, on a des conditions d'utilisation qui affichent le plus clairement du monde que s'il y a de la désinformation sanitaire, vous ne pouvez pas bénéficier de nos services. Bon. François, on parle de François. Donc bon, je sais pas où est-ce qu'eux n'ont pas, ils devaient quand même se douter quelque part qu'ils rentraient un peu sur ce registre-là, même s'ils sont pas contents, pas d'accord, etc. Oui, parce que c'est au moment du Covid-19 que Google avait pris cette mesure contre François. Oui, ça devait être probablement durant cette séquence-là. En tout cas, c'était une conséquence de la couverture de François sur toutes les questions sanitaires. De leur point de vue, c'est tout bénef de faire un procès à Google, parce que s'ils sont déboutés, alors là, effectivement, ils ont perdu un peu d'argent, c'est vrai. 70 000 balles, oui. Mais bon, ils peuvent dire, regardez comme on est victime du système, etc. Le système, grand méchant. Et puis s'ils gagnent, c'est David contre Goliath. Oui. S'ils gagnent, c'est formidable, on a gagné contre Google. Donc, prendre le risque en se disant, voilà, j'ai peut-être 1% de chance de gagner, et ça peut être un truc énorme si on gagne, même si on gagne que sur des questions d'ordre de droit ou des petites virgules, machin, des trucs strictement juridiques. Mais encore une fois, moi j'y vois plutôt une sorte de quelque chose qui est propre pour moi un peu à tout profil complotiste, c'est une mésinterprétation du réel. On estime mal les choses quand on a une vision what the fuck de la situation. Si on croit à des choses délirantes, si on n'arrive pas à établir, je sais pas moi, sur l'efficacité des vaccins, des machins, si on n'arrive pas à lire les documents factuels et qu'on y projette des fantasmes,
sur le terrain judiciaire, c'est la même chose. Si on pense qu'on va gagner quelque chose, on va tenter sur des arguments complètement fous. Et les arguments, d'ailleurs, qui sont, à mon avis, étaient assez mauvais. J'ai beaucoup aimé, moi, un des passages de la décision de justice où le juge rappelle que donc il y avait certains articles de François qui dénoncent la science officielle mainstream, et le juge continue, mais qui n'est rien d'autre que le consensus scientifique. Ouais. Donc, même le juge a l'air un peu acculé à dire des sortes de vérités des banalités, en disant oui, ce que vous appelez la science officielle mainstream, c'est le processus naturel de la science. Il y a un consensus à un moment donné sur ces questions-là qui peut changer évidemment, mais avec un process particulier, etc. Donc c'était perdu d'avance. Pour moi, c'était perdu d'avance. Pour moi, c'est plutôt une erreur. Ça leur coûte quand même 70 000 balles. Et je pense que ça, c'est vraiment pas rien. Je crois que là, du côté des avocats de Google, ils ont fait quelque chose qui peut refroidir d'autres tentatives judiciaires, parce que si on sort du procès avec un léger de 70 000 euros, on ne va pas en faire des dizaines. Mais... Il peut aussi faire une cagnotte. Oui, je crois qu'ils ont peut-être d'ailleurs. D'ailleurs, ils cherchent des financements parallèles en bénéficiant de trucs un peu sur lesquels j'ai pas de détails en tête. Toi, tu en as peut-être ? Non. Ouais. Mais bon. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que donc on a le directeur de François Azalbert, le propriétaire de François Azalbert, donc qui se lance dans ce combat qu'il a perdu contre Google. Mais évidemment, il ne s'est pas arrêté là, tout à fait. On retrouve le même personnage qui préside l'association Bon Sens, qu'on connaît bien, défavorablement, ici. Qui avait été fondée avec Sylvano Trotta, avec des gens comme Alexandra Orion-Caude, des figures du covido-complotisme. Vraiment la crème de la crème. Et cette association a décidé, cette fois-ci, de s'attaquer à un autre Goliath. Cette fois-ci, c'est Bill Gates. Tout à fait. Avec un argument qui est assez c'est le leur. En gros, l'association Bon Sens s'estime dénigrée, c'est ce qui est écrit dans l'article de François, s'estime dénigrée par Bill Gates quand il dit que le complotisme mettant en danger autrui en semant le doute sur les vaccins. Ouais, au moins, ils se reconnaissent. Il avait aussi déclaré sur France 2 le 6 mai dernier que les complotistes avaient retourné la situation de la pandémie et qu'ils gagnaient des milliards grâce à ça. Et donc c'est ça aussi qui, a priori, a jeté le courroux de bon sens sur Bill Gates. Et il disait, c'est à la fois problématique et humoristique parce que cela décourage les gens de se faire vacciner. Justement. Oui, et sincèrement, je crois que la destinée de cette action judiciaire sera la même que la précédente. Et c'est une question que je me pose sur toutes les actions en justice dont tu as pu être victime, Rudy, et dont parfois je le suis beaucoup moins souvent que toi. C'est l'utilisation de la justice pour essayer soit à des fins politiques. Ouais, à des fins politiques. Et je ne sais pas si c'est un bon calcul. C'est une question que je me pose. Du côté de profil complotiste, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie ? Ça peut avoir, je pense, un impact lorsque ça attaque des personnes qui ne sont comme nous, pas des personnes de premier plan, où effectivement ça peut être une pression, ça peut nous obliger à une certaine discrétion sur certains sujets quand on attend l'audience, la décision de l'audience. Mais là, s'attaquer à des structures, s'attaquer à Google ou à Bill Gates, à part peut-être, comme tu disais, espérer peut-être une couverture médiatique, profiter du fait que on a été débouté, donc effectivement le système est contre nous, essayer de jouer un peu là-dessus, mais ça, encore une fois, on a bien vu que c'est un coût aussi financier. Oui, mais là aussi c'est un message envoyé à son auditoire, c'est-à-dire à sa clientèle, de dire regardez, on est en lutte contre les puissants, quoi. Donc c'est aussi il y a un effet de posture, je pense, qui est recherché à travers ce type de procès. C'est comme tous les procès, tu sais, pour le Nuremberg 2.0, les pseudo-procédures qui rapportent beaucoup d'argent à certains avocats et qui ne déboucheront sur rien, on le sait. Et dont les avocats eux-mêmes, ils savent que c'est voué à l'échec, mais ils prennent quand même ce type de plainte. Alors qu'il me semble que la déontologie serait de dire à leurs plaignants, à leurs clients, non, vous n'avez aucune chance que ce soit recevable, ou même de gagner dans l'hypothèse où ce serait recevable. Donc, voilà. Bon, affaire à suivre. On verra bien ce que ça donne.
Alors, 5e sujet, cet été, vous l'avez peut-être suivi, 17 profils de praticiens ont été supprimés de la plateforme Doctolib. Ces praticiens avaient été formés par la naturopathe Madame Grosjean, Irène Grosjean, qui avait été accusée d'agression sexuelle sur mineurs. Rudy, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire que vous avez abordée dans Complorama cette semaine, et puis qui nous emmène aussi ailleurs, vers une autre figure de la composteur qu'on connaît bien, Monsieur Barnerias. Exactement. Alors, non, tout est parti quand même de l'activisme en ligne du collectif L'Extracteur, qui font une nouvelle fois saluer ici, qui a fait le boulot, quoi, pour montrer qu'il y avait un problème lorsqu'on avait des naturopathes référencés dans Doctolib. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que donc les projecteurs sont braqués sur cette fameuse naturopathe, Irène Grosjean. On en a parlé longuement dans le Complorama, donc je renvoie les gens qui regardent cette émission au podcast qu'on a fait avec Marina Capitaine sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que Irène Grosjean, elle devait participer à une projection de ce film au Grand Rex à Paris. Ça a finalement été annulé. Et à la projection d'un film de Pierre Barnerias, donc le réalisateur de Hold Up, Hold On et leur suite. Et ce qui est intéressant, c'est donc ce film s'appelle L'Empreinte. C'est autour d'un jogger qui s'appelle Florian Gommet. Il est intéressant de voir qui il y a dans ce film comme grand témoin et quels sont aussi les partenaires du film. Alors, parmi les grands témoins, il y a Philippe Guillemant. Et d'ailleurs, Gommet dit qu'il a été très influencé par ce fameux Philippe Guillemant, alors qu'il, lui, est docteur en physique. Il a bien son doctorat en physique. Mais effectivement, depuis une quinzaine d'années, c'est quelqu'un qui développe des thèses teintées de mysticisme. Pour lui, la crise du coronavirus a été planifiée, etc. Il écrit dans un magazine conspi qui s'appelle Nexus. Pas seulement conspi, c'est vraiment un magazine spécialisé dans les pseudosciences. Et il se trouve que Nexus est l'un des partenaires de ce film, de Barnerias, d'ailleurs, dans Nexus, on parle d'OVNI, de confédération galactique, on fait la promotion de l'astrologie, on dénonce la prétendue nocivité des ondes, on explique que le sida n'existe pas, on considère que le conspirationnisme, surprise, est un faux problème, évidemment, et on retrouve la signature de ce fameux Philippe Guillemant. Et puis, si on doit parler des partenaires, il y a Nexus, mais aussi François. Voilà, donc on ne va pas revenir sur François, qui avait fait en son temps la promotion ils sont vraiment dans les meilleurs. Hold Up. C'est quand même dingue. Ouais. Donc François, et puis un truc qui s'appelle le Chou Brave. Le Chou Brave, c'est un magazine qui a une chaîne YouTube et qui propose des interviews de figures de la complosphère, alors comme Christian Talchaleur, le chaman suisse, complotiste, urinothérapeute, complotiste, Corinne Gouget, Irène Grosjean qui apparaît 3 fois, Thierry Kaasnovas qui apparaît 3 fois. On a une vidéo avec Pierre Rabhi également, une vidéo avec Miguel Barthéléry. Miguel Barthéléry, c'est un de ces naturopathes qui a été condamné par la justice. Même s'il a fait appel, Même s'il a fait appel, il faut le dire. Et que Irène Grosjean, sur son site, recommande encore aujourd'hui. Et puis, dernier partenaire très, très sérieux de ce film, c'est BTLV. BTLV, c'est Bob dit toute la vérité. Ça a été créé en 2013 par Bob Belanca. C'est un média qui se présente comme le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Et donc, on est dans le complotisme spectre large. C'est-à-dire la construction des pyramides par les extraterrestres, les discours anti-vaccination, le paranormal, les fantômes, le voyage dans le temps, les Anunnaki. Les Anunnaki, c'est le petit nom des reptiliens, ceux de David Icke, etc. Elisabeth II, ce serait une Anunnaki. Tout est lié finalement. Tout est lié. On est très loin, on n'est pas si loin de la naturopathie, mais on est très très loin de la science en tout cas. Et c'est toujours intéressant de voir comment
tout ça fonctionne en circuit fermé, quoi. C'est-à-dire qu'on Mmh. retrouve les mêmes personnalités, les mêmes thématiques, les mêmes visages, les mêmes médias. Et sur cette affiche encore de l'empreinte, d'ailleurs le film, je crois qu'il joue encore. Et sur l'affiche de l'empreinte, donc on voit T'as raison effectivement d'en parler. les Ouais. différents partenaires qui sont affichés en bas de l'affiche. Il faut dire le pitch du film. Oui. C'est un type qui court en En slip. en slip, ou en tout cas, oui, qui est à moitié nu, quoi, Ouais. à travers l'Europe. Ouais. Pendant le Covid, ou pendant le c'est ça. confinement. Voilà. Ouais, ouais. Et pieds nus, enfin sans rien. Et Ouais. il est précis sur l'affiche, je crois, sans chaussures, Mm. sans passeport, Sans vaccin. non, peut-être pas sans vaccin, mais, Ah, mais très il est possible. probablement sans vaccin. Ouais, ouais, probablement Et, sans mais vaccin. ce qui est intéressant, c'est le coût du passeport. Je crois que c'est Ouais. ça que tu voulais dire. Ouais. C'est quelque chose qui a effectivement résonne un peu parce qu'il est cette idée d'être libre, de traverser les frontières. D'ailleurs, dans les extraits du film, on le voit des fois d'ailleurs arrêté par la police, etc. Mais cette idée d'être sans passeport, ça résonne quand même, ça rappelle quelque chose chez nous. Et évidemment, toute cette philosophie assez oiseuse autour de ce qu'on appelle les êtres souverains. Les êtres souverains qui remettent en cause, qui brûlent leur passeport. On pense à Alice Pazalmar qui a fait une Alice vidéo Pazalmar, pour qui brûler qui a son fait passeport. une vidéo face caméra où elle brûle effectivement ses papiers d'identité, avec cette idée que on est son propre univers, on est son propre temple, et que aucune entité extra au-delà de mon corps, je suis chef, et que aucun État, aucune administration, Une société, aucune même. autorité de l'État ne peut s'imposer à moi. Et donc ce sans passeport est clairement un clin d'œil, je pense, à toute cette mouvance assez radicale, inquiétante, qui a des propensions à des dérives sectaires chez les êtres souverains, et qui est encore une fois de dire qu'au-delà de moi, rien n'est légitime au-delà de moi, et que je suis le centre de l'univers, et que, encore une fois, comme les citoyens souverains à l'américaine, un peu, à quelque chose près, en gros, voilà, je suis absolument indépendant. On n'a pas respecté les lois. On n'a pas respecté les lois, et il y a un côté un peu séparatiste, pour le coup, là très, très marqué, où vraiment, voilà, je veux m'extraire de la société, et je crois que voilà, ce sans passeport était en tout cas un clin d'œil à cette communauté-là, si c'est pas directement d'ailleurs une référence à elle. Dernier sujet de la semaine, Tristan, tu as assisté cette semaine à Sciences Po, je crois, à la conférence de Christo Grozev, qui est le directeur de la publication de Bellingcat. Alors parle-nous un peu du personnage Christo Grozev, et puis de cette conférence que tu as trouvée très enrichissante d'un point de vue informationnel, et par rapport aussi à tous les univers que nous suivons ici. Alors Bellingcat, bon, je vais en parler en tant que groupie, donc je donne tout de suite. C'est l'instant groupie de Tristan Mondesson. Qu'on le sache tout de suite. D'ailleurs, j'ai participé aux premières cagnottes qu'ils avaient lancées. Alors, je ne me rappelle même plus, ça remonte à de nombreuses je pense années. à l'époque de la guerre en Syrie, quoi. Probablement au début de la guerre en Syrie. Ils avaient commencé déjà à lancer leur première petite cagnotte. Et j'ai chez moi, fièrement, un petit mug que j'ai reçu suite à ma contribution à ces premières cagnottes. Donc dès le début, je trouvais qu'ils faisaient un travail absolument extraordinaire. Moi et plein d'autres, évidemment, tous en tout cas. Mais en tout cas, sur la Syrie, ça a été vraiment... j'ai été absolument saisi de voir combien l'OSINT pouvait être un outil de travail absolument spectaculaire. L'open source intelligence, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte. Oui, et l'idée, c'est toute simple, c'est de voir les empreintes numériques laissées par tous les acteurs d'une zone complexe. Et les acteurs, ça peut être les acteurs du mauvais côté ou du bon côté, et d'essayer de travailler les contenus qui apparaissent, les visuels, les photos qui peuvent faire surface, et de voir à travers ces photos où est-ce qu'elles sont situées, en faisant un travail sur des analyses. Bref, tout le travail que font aujourd'hui de façon spectaculaire Bellingcat contre la Russie. Ces dernières années, avec toutes les actions qu'ils ont réussi à démonter par le menu, toutes les barbouzeries russes de l'affaire Skripal, sur le MH17 aussi. Sur le drame du MH17 à l'Est. C'est grâce à eux qu'on sait que c'est un missile russe tiré d'une unité de combat russe qui a descendu cet avion en 2014 au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de l'Est de l'Ukraine. Et ils sont devenus véritablement
une des bêtes noires, en tout cas, une des bêtes noires de la Russie. Et donc, l'un des principaux responsables de cette structure aujourd'hui, qui s'appelle Christo Grozev, intervenait donc à Sciences Po, et il nous a délivré une sorte de témoignage un peu intime de la machine, de la mécanique un peu intérieure de Bellingcat, et c'était absolument spectaculaire, en tout cas c'était saisissant de voir à quel point d'abord ils sont exposés à un danger permanent. Physique, tu veux dire, ouais. Alors il le disait il le disait avec beaucoup de tact et de retenue, mais il nous expliquait par exemple qu'il improvisait, par exemple dès qu'il se déplace, il va acheter plusieurs billets de train et en prendre un au hasard un peu pour semer, pour pas avoir pour brouiller les pistes et pour pas qu'on sache, pour pas qu'on puisse le suivre et deviner où est-ce qu'il pourrait aller, etc. Donc il y a une vraie c'est pour ça que je les trouve, ils m'impressionnent énormément parce qu'ils sont véritablement en danger. Ouais. Leur seule protection justement, c'est la couverture publique internationale qu'a Bellingcat. C'est ça leur meilleure protection. C'est que si aujourd'hui l'un des membres de Bellingcat devait mourir empoisonné, je crois qu'il n'y aurait pas trop de doute sur de quel côté est-ce qu'on va regarder et d'où est-ce que ça pourrait provenir. Il nous a aussi un peu levé le voile sur ce qu'il y a derrière, et ce qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est lorsqu'il a expliqué, par exemple, qu'il avait sur son ordinateur, alors j'imagine que les Russes, en entendant ça, ils ont dû avoir leurs oreilles qui s'ouvraient, il disait qu'il avait quasiment plus d'une centaine de dossiers sur la Russie, d'affaires, sur son ordinateur, et qu'il a à peine une quarantaine qui ont été rendus publics jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant. D'accord. Donc il y a encore un capital de stock vraisemblablement d'informations qui vont et qui risquent de faire surface dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Un peu comme nous en fait. Oui, probablement. Et puis, ce qu'il y avait un autre point qui me semblait assez important dans ce qu'il disait, c'était sur la façon qu'il a de travailler. Je trouve que c'est assez intéressante. Et il a sorti cette phrase qui m'a pas mal marqué, c'est une sorte de règle de base du mode opératoire de Bellingcat, c'est de dire we don't trust humans, we trust data. Tout sur les données. Les données, rien que les données. Pas ce qui se dit, mais uniquement les données. Et c'est ce qu'ils font, effectivement. Et je trouve que c'est disons, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est effectivement un mode opératoire qui semble véritablement efficace. Allez, dernière anecdote qu'il a donnée aussi, qui montre à quel point ils sont la focale de la Russie, c'est qu'ils font des formations un peu partout dans le monde, régulièrement, depuis des années. Et ils ont découvert en 2007, quelques années plus tard, qu'en 2007, avait assisté à l'une de leurs formations un membre du GRU russe, qui était donc venu assister à leur formation sur comment utiliser Google Earth pour trouver des datas, etc., etc. Donc bref, ils sont dans le cœur nucléaire de cette séquence géopolitique avec l'Ukraine. Et ce que je trouve fascinant, c'est l'hystérie complotiste qui se projette sur Bellingcat. C'est-à-dire Bellingcat serait le bras de la CIA, le bras de l'OTAN, du MI5. Donc il y a la complosphère au sens large, les ont identifiés comme les Russes. Comme les Russes, comme étant des agents comment dirais-je, de barbouzerie, pro-américains, pro-israéliens, impérialistes. Alors qu'encore une fois, il faut un travail qu'en réalité, lorsqu'on a ces compétences et ce savoir-faire-là, chacun peut faire. Bah oui. Puisque les datas, ils ne les inventent pas, ils les trouvent sur Internet. Il les partage, et c'est ça qui rend d'ailleurs la Russie dingue, c'est que dans les 3/4 des travaux qu'ils rendent publics, il donne les sources, les datas sur comment est-ce qu'on a analysé cette image par rapport à tel OpenStreetMap, machin. Donc il y a un lien vers l'OpenStreetMap, ou si c'était à l'époque un peu un Instagram d'un militaire russe dans le Donbass, alors qu'ils ne sont pas supposés dans le Donbass, il renvoyait sur cette capture d'écran, sur cette image d'Instagram de ce soldat. Donc c'est assez transparent, et c'est cette transparence qui les rend difficilement critiquables. Et est-ce que tu dirais que cette méthode de
d'enquête, puisque c'est une méthode d'enquête, et accessible à tout un chacun qui a envie de mieux s'informer, ou en tout cas de mieux comprendre les images qu'il voit, les images qui circulent, et ainsi de suite. Oui, elle l'est. Je pense qu'elle commence un peu à se populariser. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous ceux qui nous suivent aujourd'hui savent comment retrouver l'empreinte d'une image partagée sur les réseaux sociaux en faisant une recherche inversée sur Google. Pas tout le monde, mais ça se popularise quand même. À force, même ma mère sait qu'on peut aller sur Google, Google Images et faire une recherche inversée d'images pour retrouver un peu l'empreinte les empreintes précédentes. Donc, je crois que ça commence un peu à se populariser. Je pense qu'il y a des journalistes, je crois que ça devient assez mainstream, de plus en plus. Et donc, c'est rentré un peu dans l'usage, en tout cas, de ceux qui font de la veille. C'est un vernis, disons. Mais il en faut beaucoup plus. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une bonne formation. Bellingcat ou Dozint ou d'autres structures, d'ailleurs, qui en font. Il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que. Et on a fait justement avec une structure française qui s'appelle Open Facto, au travers de partenariats, des enquêtes Dozint sur des médias ou sur des personnalités conspirationnistes, négationnistes. Et ça a porté ses fruits. Et eux ont un savoir-faire que nous, on n'a pas, clairement, et qu'ils arrivent à fouiller. En fait, le bon renseignement en source ouverte, c'est un savoir-faire technique, de l'intuition, donc une connaissance fine de son sujet, de l'univers, etc. Et je crois un peu de chance aussi. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Quelque part. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas savoir à l'avance sur quoi on va tomber. Et parfois, on tire le fil et on trouve des choses complètement imprévisibles, inespérées. Eh ben, c'est la fin de cette émission. Je crois que nous avons tout dit pour cette semaine. Tu avais quelque chose à ajouter ? Oui, c'est la première émission de rentrée. Je voulais juste te dire qu'on avait cet été publié quelques papiers d'Élie Guckert, notamment sur le média, un papier plus récent sur Eva Bartlett, une blogueuse canadienne qui vit maintenant à Moscou, qui clairement fait de la désinformation, je veux dire. Donc on renvoie à ces papiers-là. Je renvoie un long papier de Nicolas Bernard sur les théories du complot autour de la môt de Lady Di, parce que c'était fin août, le 25e anniversaire de son décès de la Paris. mort de Lady Di. Je renvoie aux théories du complot qui ont entouré la tentative d'assassinat de Salman Rushdie cet été. Et puis, on n'a pas eu le temps d'évoquer Daria Dugina et l'attentat qui a visé la voiture dans laquelle elle a perdu la vie, proche de Moscou. Daria Dugina, c'est la fille d'Alexandre Dugin, figure idéologue nationaliste, ultranationaliste russe. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout cela. Il y a tout ça sur le site. Et le 11 septembre. Et le 11 septembre. Et le 11 septembre, évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas parlé étrangement du 11 septembre. Non, parce que il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que j'ai pas eu l'impression que ce week-end il y a eu une traction énorme. Ensuite, c'était le 21e anniversaire. C'est un anniversaire un peu bancal. Et puis parce que j'ai pas envie que Conspiracy Watch soit non plus remettre chaque année une pièce dans Jukebox. Mais il y a quand même un dossier très fourni, très complet et très exhaustif presque sur le 11 septembre sur le site. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Sans doute pas exhaustif, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à naviguer, à liker, à partager cette émission, à retrouver Tristan et Rudy sur Complorama sur France Info. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et cette émission, comme chaque année, chaque semaine, à chaque fois, chaque année aussi, a été réalisée par Martin Béraud. Allez, salut. Salut à tous.